Si on demande un peu au hasard quel est le jeu capitaliste par excellence, la réponse, elle fuse directe. Ouais, le Monopoly, forcément. Exactement, le Monopoly. On lance les dés, on achète des rues, on pose des petits hôtels, et le but ultime, c'est juste d'épuiser financièrement tous les autres. C'est ça jusqu'à ce qu'il reste plus qu'un seul joueur à table avec toutes les liasses de billets. C'est brutal, c'est hyper lisible, c'est vraiment le capitalisme de salon à l'état pur. Et ça se termine toujours de la même façon, le dimanche après-midi, avec quelqu'un qui renverse le plateau de dépit parce qu'il n'a pas les bonnes cartes de propriété. Grave, c'est un modèle implacable qu'on connaît tous. L'accumulation, l'absorption des ressources et boum, la domination totale du plateau. C'est justement cette dynamique qui rend l'actualité d'aujourd'hui, ce vendredi 20 mars 2026, si fascinante. Parce que ce qu'on prenait pour un simple jeu de société, en fait, c'est devenu la réalité littérale des coulisses de cette industrie. Une vraie partie de Monopoly grandeur nature, quoi. C'est exactement ça. En ce moment, les hôtels de la rue de la Paix y coûtent des millions de dollars. Et l'ogre du secteur, Asmodée, vient de frapper un coup monumental en rachetant l'agence historique Japon Brand. Et ça, juste au nez et à la barbe d'un éditeur qu'on croyait intouchable, Semon. C'est fou quand on y pense. C'est le sujet central de notre article qu'on a publié ce matin. Et le but de ce décryptage aujourd'hui, c'est de décortiquer avec toi les mécanismes profonds derrière ce rachat. On veut voir comment toute l'avant-garde créative asiatique risque de se faire broyer, ou peut-être propulser, on verra, par une immense multinationale. Ouais, c'est vraiment la question centrale de toute l'enquête qu'on a menée pour notre article. Quel sera l'impact réel sur ce qui va atterrir sur nos tables de jeu dans les années à venir? Parce que c'est pas juste un transfert de propriété intellectuelle, hein. Non, pas du tout. C'est un véritable choc des cultures industrielles. Et pour bien comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut d'abord mesurer la valeur de ce qui vient d'être acheté. Japon Brand, c'est pas juste une boîte de distribution normale. Loin de là. Dans notre article, on explique bien qu'Asmodée n'a pas juste acheté un nom pour faire joli. Ils ont direct annoncé la création d'un tout nouveau studio interne qui s'appelle Nekuma. Et c'est construit spécifiquement autour de Japon Brand. Et c'est là que c'est hyper intéressant parce que Japon Brand, à la base, en 2006, ça n'avait rien d'une machine à cash. Ah non, c'était le système des Total. C'est ça. C'était une petite association avec genre une poignée de bénévoles hyper passionnés. Leur seul but, c'était d'aider le milieu doujin japonais à franchir les frontières. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas forcément, tu peux nous redéfinir vite fait ce que c'est l'esprit doujin ? Ouais, bien sûr. Le doujin au Japon, c'est la culture de l'auto-édition. Ça se fait par des amateurs ou des petits cercles de passionnés. Donc pour le jeu de société, c'est un auteur qui invente un truc dans son salon, l'imprime lui-même à, 50 ou 100 exemplaires et va le vendre sur un stand minuscule lors d'événements ultra locaux. Genre le Tokyo Game Market, typiquement. Exactement. Et ces jeux-là, ils débordent d'une créativité brute parce qu'il n'y a aucune contrainte marketing derrière. Le mec se demande pas si ça va plaire au marché américain ou si la boîte rentre sur les étagères de la Fnac. Il veut juste créer son expérience ludique à lui. Mais le gros souci, c'est que ces pépites, elles restaient bloquées au Japon à cause de la barrière de langue, en fait. Bah oui, complètement. Et c'est là que Japon Brand entrait en scène. Leur mission, au tout début, c'était presque de la contrebande culturelle, mais dans le bon sens, hein. Ouais, des passeurs de culture, quoi. Voilà, ils repéraient les meilleurs jeux, traduisaient les règles à l'arrache avec les moyens du bord et ils remplissaient littéralement des valises de prototypes. Ensuite, ils prenaient l'avion direction l'Allemagne pour le Salon des Scènes, qui est le plus gros salon mondial du jeu. Et on le rappelle dans notre article, mais sans ces valises et ces bénévoles, il y a des immenses succès mondiaux qu'on n'aurait jamais connus en Occident. Ah bah c'est sûr, hein. Des jeux comme Love Letter, ce tout petit jeu de déduction qui tient sur 16 cartes. Ouais, 16 cartes et c'est un chef-d'œuvre. Ou Machikoro, qu'on connaît plus sous le nom de Miniville chez nous. Ces jeux ont généré des millions d'euros par la suite, mais ils viennent tous de ce bouillonnement alternatif japonais. C'est clair. Et du coup, quand on a cherché une métaphore pour notre article, on s'est dit que c'était comme si un énorme studio hollywoodien, du genre de ceux qui lâchent 200 millions sur un blockbuster, décidait soudainement de racheter tout le festival du cinéma indépendant de Sundance. C'est une super image. L'intention affichée, c'est toujours de dire « on va donner plus de moyens aux créateurs ». Ouais, le discours classique, quoi. Voilà. Mais dans les faits, la friction entre le côté artisanal et l'industrialisation, elle est inévitable. On peut se demander comment un géant comme Asmodée va pouvoir absorber un esprit aussi expérimental, aussi bénévole, sans le dénaturer complètement. C'est la grande question, et la réponse, on va la voir avec ce nouveau studio Nekuma. Mais avant même de parler de la stratégie d'Asmodée, faut qu'on parle du vendeur. Ah oui, le vendeur. Parce que Japon Brands, faut se rappeler qu'ils avaient été rachetés par Simon en avril 2024. Et là, on est début 2026, et c'est déjà revendu.
moins de 2 ans plus tard. Ce qui n'est pas du tout un délai normal pour ce genre d'investissement, on est d'accord. Bah non. Et c'est ça qui nous a frappé quand on a épluché leur bilan financier pour écrire notre article. Ce délai ultra court, ça cache une urgence vitale en fait. CMEN, c'est carrément un naufrage industriel en direct. C'est dingue quand on pense à ce qu'ils étaient, le roi absolu du financement participatif. Grave. Ils faisaient des campagnes Kickstarter à plusieurs millions de dollars les yeux fermés. Et là, paf. Entre 2024 et début 2025, ils ont essuyé près de 10 millions de dollars de pertes sèches. 10 millions, c'est énorme pour ce secteur. Aujourd'hui, on a vérifié les chiffres ce matin. L'entreprise entière est valorisée à peine 7,5 millions de dollars en bourse. C'est rien. C'est une fraction ridicule de ce qu'il pesait il y a encore 3 ans. En gros, ils liquident les meubles un par un juste pour pas couler. C'est exactement l'impression que ça donne. Mais comment ils en sont arrivés là? C'est quoi le cocktail toxique qui a causé ça? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, la première grosse erreur stratégique, c'est leur départ de Kickstarter pour aller sur GameFound. Alors justement, sur ce point-là, quand ils ont annoncé ça, sur le papier, on pouvait se dire que c'était cool. GameFound, c'est une plateforme faite par et pour les joueurs de jeux de société, avec des super outils pour gérer les campagnes. C'est vrai. Vouloir casser le monopole de Kickstarter d'un point de vue philosophique, ça se défendait, hein. D'un point de vue purement philosophique, oui, tout à fait, mais d'un point de vue algorithmique et commercial, ça a été une catastrophe. Kickstarter, faut pas oublier que c'est pas juste un tiroir-caisse, c'est un moteur de recherche organique de malade. Oui, il y a plein de gens qui traînent dessus juste pour voir. J'ai par pur hasard, parce que l'algorithme leur propose. En passant sur GameFound, qui était beaucoup plus petit à l'époque, Semon a perdu toute cette visibilité gratuite. Ah ouais, ils devaient ramener 100% de leur audience par eux-mêmes, quoi. C'est ça. Et ça a fait plonger les revenus de leur campagne. Mais c'est pas tout. Le coup de grâce a été l'explosion des taxes douanières américaines sur les jeux fabriqués en Chine. Ah oui, les fameuses taxes. Et pour le coup, Semon était en première ligne face à ça, plus que n'importe qui d'autre. Complètement, à cause de la nature même de leurs jeux. On parle de franchises comme Zombicide ou Cthulhu, Death May Die. C'est pas des petites boîtes de cartes, ça. Non, c'est des cercueils, des boîtes énormes qui pèsent 10 kilos, blindées de centaines de figurines en plastique, tout ça fait en Chine. Et le truc, c'est que les frais d'expédition et la douane, ça se calcule pas juste sur le prix de fabrication, mais sur le volume, l'encombrement des boîtes. Voilà. Et quand ton marché principal, c'est les États-Unis, et que tu fais venir des containers remplis de boîtes surdimensionnées, la moindre hausse des taxes, ça détruit tes marges, instantanément. D'où les licenciements massifs qu'on a vus dans leurs équipes créatives l'année dernière, et finalement cette vente en panique de Japon Brand. C'est ça. Et la façon dont cette vente s'est faite, c'est là qu'on rentre dans un vrai thriller d'entreprise. C'est le passage que j'ai préféré écrire dans notre article. Parce que l'industrie du jeu de société, ça brasse des milliards, mais le cercle des décideurs, il est tout petit. Ah oui, tout le monde se connaît. Et là, on a un personnage central, un peu le maître du jeu, qui s'appelle David Preti. Aujourd'hui, c'est lui le grand Manitou de la stratégie d'acquisition agressive chez Asmodée. Asmodée qui, rappelons-le, appartient au groupe suédois Embracer. Donc niveau portefeuille, ils ont de quoi faire. Exactement, une force de frappe financière délirante. Sauf que, petit détail ironique, avant d'être chez Asmodée, David Preti, il était COO, donc directeur des opérations, chez qui? Chez Semon. Et c'est là que c'est du génie ou du cynisme absolu, selon comment on voit les choses. En avril 2024, quand Semon rachète Japon's Brand la première fois, devine qui a géré le dossier. David Preti lui-même. Et oui, c'est lui qui a évalué le truc, négocié et intégré l'agence dans Semon. Et ensuite, au printemps 2025, il voit le vent tourner, les finances qui s'effondrent, et hop, il démissionne pour rejoindre Asmodée. Du coup, dans notre article, on a utilisé cette métaphore OE. C'est comme s'il avait fait ses courses avec le caddie de Semon, il a bien rempli les rayons avec de la super marchandise, et paf, il change de crèmerie. C'est exactement ça. Une fois chez Asmodée, avec le chéquier d'Embracer dans la poche, il savait précisément ce qu'il y avait à racheter et à quel moment Semon serait trop à la gorge pour refuser une offre. C'est redoutable. Ils ont profité de la détresse financière de Semon pour récupérer une source de créativité dingue à un prix défiant toute concurrence. Un coup de maître sur le plan de la consolidation de marché. Bon, ça c'est pour la partie business en coulisses. Mais maintenant que les chèques sont signés, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour les gens qui ont juste envie de poser une boîte sur la table le vendredi soir. Qu'est-ce que ce fameux studio Nekuma va changer? Ça marque une vraie rupture. Avant, Asmodée faisait surtout de la distribution passive. Ils attendaient qu'un jeu marche et ils signaient un partenariat pour le traduire. Avec Nekuma, c'est fini ça. Ils veulent tout internaliser.
C'est-à-dire? Ils veulent sourcer directement les idées au Japon, développer les prototypes en interne et tout éditer eux-mêmes. C'est une machine de guerre maintenant. On parle d'une boîte de 2200 employés qui fait 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, le rouleau compresseur. Après, dans notre article, on a quand même tenu à montrer les deux faces de la pièce, parce qu'il y a un côté hyper positif à ça, on va pas se mentir. C'est vrai, sur le plan de l'accessibilité, c'est une super nouvelle. Pour tous ceux qui ont déjà galéré à importer un jeu asiatique, c'est la libération. Avant, tu payais ton jeu 20 balles et t'en avais pour 40 € de frais de port. Demain, grâce à Asmodée, ces mêmes jeux géniaux, ils seront dispo direct dans ta boutique locale, traduits par des pros et imprimés en masse. C'est clair que la friction logistique, elle disparaît complètement. Ça va démocratiser cette culture ludique. Mais le prix à payer, c'est ce qui risque de se passer au niveau créatif. Ouais, c'est l'angoisse de la standardisation. Japan Brand, au départ, ça marchait au coup de cœur. Ils prenaient des jeux parfois complètement foutraques, déséquilibrés, mais avec une idée de génie. Un comité de direction classique aurait jamais validé ça. Et là, avec Nekuma, on passe au filtre du tableau Excel. Exactement. Quand t'es adossé à une boîte qui brasse plus d'1 milliard, ton prototype, il doit être bankable. Le département développement va regarder si le thème parle aux Américains, si le matos n'est pas trop cher à produire à 100 000 exemplaires, si les règles sont pas trop bizarres. Faut pas frustrer le joueur occasionnel, quoi. Voilà. C'est un processus de lissage inévitable. On enlève les aspérités pour que ça plaise au plus grand nombre. C'est marrant, ça rejoint la conclusion de notre article, avec notre fameuse métaphore culinaire. On disait que le risque, c'est de prendre ces petits sushis ludiques, hyper raffinés, faits avec amour par un artisan à Tokyo, Ouais. et de les passer dans une grosse usine pour en faire des nuggets de poulet industriels. Des nuggets parfaits, tous pareils, formatés pour la masse. Ils sont dispo partout, l'emballage est super, mais il n'y a plus du tout la texture ou le goût unique du début. C'est une très bonne image et c'est la mécanique implacable de cette industrie aujourd'hui. Le grand Monopoly dont on parlait. La boucle est bouclée. Les gros mangent les moyens. Et les moyens, comme Simone, c'était eux-mêmes construits en mangeant des plus petits avant. La chaîne alimentaire financière s'arrête jamais. C'est assez vertigineux. Mais du coup, en voyant tout ça, je me faisais une réflexion qui va même un peu plus loin que ce qu'on a écrit dans notre analyse. Ah oui, vas-y. Si cette avant-garde japonaise hyper créative finit par être complètement standardisée par Asmodée pour des raisons de rentabilité, ça va créer un vide énorme, non? C'est-à-dire un vide à quel niveau? À la base de la création. Si tous les jeux un peu bizarres ou novateurs sont lissés pour devenir des nuggets, il y a plein de joueurs et de créateurs qui vont plus s'y retrouver. Et la nature a horreur du vide. Ah, je vois où tu veux en venir. Le fameux mouvement de balancier? Exactement. Est-ce que le fait qu'Asmodée absorbe tout ce milieu doujin, paradoxalement, ça prépare pas le terrain pour la naissance d'un tout nouveau collectif alternatif? Un nouveau mouvement encore plus underground en fait. Mais oui, des créateurs qui vont fuir ce modèle hyper propre et industriel pour recommencer à faire des jeux chelous dans leur garage avec des mécaniques improbables. À force de vouloir foutre des hôtels partout sur la rue de la Paix, les géants du secteur, ils vont juste pousser les vrais créatifs à quitter la table de Monopoly pour aller inventer un tout autre jeu avec des règles complètement différentes. C'est une super perspective. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais l'industrie du jeu de société n'a clairement pas fini de nous surprendre. Et on sera là pour l'analyser. Merci de m'avoir accompagné sur ce décryptage. Avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse des coulisses du monde ludique.